Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de l'Atelier de la Perf. Aujourd'hui, nous retrouvons Anaël Aubry, conseiller scientifique à la Fédération française de triathlon, à la Fédération française de natation pour l'eau libre, ainsi qu'auprès de l'équipe professionnelle cycliste BNB Hotel Power by KTM. Si vous voulez en savoir davantage sur son parcours, un précédent podcast y est dédié. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un concept transversal, la charge d'entraînement. Indice de base dans la planification et le suivi de l'entraînement du sportif qui tend à se diversifier au fil des années. Quoi de mieux qu'une définition pour lancer cette discussion? Alors Anaël, comment définirais-tu la charge d'entraînement? Alors, c'est pas un cadeau, hein. Oui. Alors, c'est pas un cadeau dans le sens où il y a plein de façons de mesurer la charge d'entraînement. Donc, je vais essayer de répondre de façon finalement avec beaucoup de recul, on va dire sur la petite dizaine d'années que j'ai pu faire à haut niveau sur bah, presque toujours avec ce sujet qui est finalement assez central. Pour moi, la charge d'entraînement, quels que soient les choix qu'on fait pour la mesurer, et finalement les choix, je pense qu'ils doivent être faits en fonction du sport, en fonction de la sensibilité des gens, en fonction de ce à quoi ils sont sensibles, ce que je viens de dire deux fois du coup. Mais finalement, je pense que ça permet de prendre du recul sur ce qu'on fait. Euh, Parce que même si quelques très grands entraîneurs, et pour le coup, j'en ai un en Oli qui s'appelle Philippe Lucas, qui pour vous situer sa façon de fonctionner, bah, tout se passe dans sa tête. Et c'est assez impressionnant d'ailleurs, c'est vraiment impressionnant. Et donc il a la capacité à faire des choix très très justes et presque du tac au tac en s'adaptant au quotidien et plusieurs fois dans la journée, donc c'est assez impressionnant. Mais cette notion de charge, à mes yeux, encore une fois, elle ne sera pas la même suivant les gens, donc elle ne sera pas la même quand je travaille avec Philippe, typiquement. Mais encore une fois, pouvoir faire des mesures, qu'elles soient objectives ou subjectives, hein, d'ailleurs. Donc, quand je dis subjectif, ça peut être par exemple des retours psycho, des retours de ressenti, va permettre d'avoir des choses mesurées, des choses quantifiables, des choses prises de façon chronique et qui nous permettront, quand on aura des choix à faire, de s'asseoir autour de la table et de pouvoir soit confirmer des choses, soit infirmer des choses et d'avoir des éléments de discussion autres que j'ai l'impression que. Et là où tout de suite, je pense que c'est important ce que je veux dire, et Philippe est un très bon exemple. Euh, Personnellement, le retour de terrain que je peux vous faire de ces années sur ce type de travail, c'est que le plus souvent, avec des entraîneurs experts, ça va venir confirmer des choses qu'on voyait sur le terrain. Soit que l'on avait vu, soit qu'on s'interdisait de voir, soit l'un, soit les deux, soit les deux, enfin, soit l'un, soit l'autre, soit les deux en même temps, pardon. Mais que finalement, quand ça va venir la plupart du temps confirmer ce qu'on pouvait voir sur le terrain, bah, l'avantage, c'est que quand c'est objectif, bah, cette fois-ci, on risque de prendre des décisions. Enfin, risquer, du coup, c'est peut-être pas le bon terme. En tout cas, on va prendre des décisions qu'on se serait peut-être interdit parce que, en tout cas pour le sport de haut niveau, mais je pense que c'est la même chose à plus bas niveau parce qu'à partir du moment où on se fixe des objectifs, bah, on a une certaine pression autour de ces objectifs. On aura énormément de mal à accepter qu'il faille changer de route parce que pour moi, les charges d'entraînement ont principalement ce rôle-là d'éviter de faire des erreurs. Quand tu me parlais tout à l'heure de gestion de la fatigue, bah, par exemple, d'éviter d'aller trop loin dans la fatigue si on sait que ce n'est pas positif. Euh, et comment dire euh, et je pense que son rôle principal est là, à court terme, de pouvoir s'adapter, de pouvoir modifier nos plans. Oui, c'est ça que j'allais dire, c'est que typiquement, quand je vous parlais de Philippe, je ne vais pas le cibler lui directement, mais typiquement, l'une de mes actions récurrentes tous les ans, on part en Sierra Nevada pour préparer les championnats internationaux en eau libre tous les ans, que ce soit les mondiaux ou les Jeux. On fait ça, en gros, c'est notre dernière phase de préparation. On part 3 semaines à 2400 mètres et quand c'est la dernière phase de préparation, vous savez tous les deux autant que moi que dans un sport d'endurance, bah, on rigole pas trop à l'entraînement, surtout si c'est Philippe qui fait les plans. Et du coup, mon rôle, il sera principalement sur cet exemple un petit peu extrême, d'essayer de faire en sorte que, si je devais reprendre l'exemple du triathlon avant ma thèse, qu'on ne soit pas en train de jeter une pièce et espérer qu'elle tombe du bon côté. Donc oui, on joue sur le stress, oui, on prend des risques, mais qu'au maximum,
déjà, d'une part, c'est ce que j'allais vous dire après, c'est que plus on aura de recul sur cette charge et sur comment répondent nos athlètes à un type d'entraînement, à un moment de la saison, quand cette femme a des règles, par exemple, on puisse au maximum anticiper tout ça et ne pas simplement se dire bah, je pars de la compète, je recule et je fais ma planif parfaite. Non, parce qu'en face de moi, j'ai un être humain, je ne travaille pas avec un robot. Donc, d'une part, d'anticiper au maximum à long terme, plus on pourra prendre de recul, et à court terme, d'adapter si besoin. Et finalement, si on adapte au plus tôt, on devrait quasiment pas changer de route et pouvoir se tenir au plan dans les grandes lignes. Alors que si on manque de recul, bah, quand on prendra la décision, il sera souvent trop tard et ce sera, sans trop exagérer, souvent blessure, maladie, gros état de fatigue. Et le souci, c'est qu'un sportif, et d'autant plus dans les sports dans lesquels je travaille, où on est obligé d'avoir un certain volume d'entraînement au quotidien, la séance en elle-même, ce n'est pas forcément ce qui sera le plus important, ce sera d'éviter d'avoir des trous, parce qu'à partir du moment où on parle d'un sport d'endurance, qui dit trou dit baisse du volume, et donc des adaptations à l'entraînement. Et pour vous reprendre l'exemple de l'eau libre en Sierra Nevada, on s'est rendu compte qu'avoir cette pratique sur ce type de stage faisait qu'on adaptait régulièrement l'entraînement. Donc, où finalement, on sortait un petit peu du plan de départ parfois, mais que depuis qu'on avait réussi à être le plus fin et le plus, encore une fois, pour répondre à vos questions de tout à l'heure, dans l'échange avec les entraîneurs et travailler main dans la main, bah, quand on faisait le point à la fin du stage, on se rendait compte la première année, on l'a vraiment fait à fond. On ne s'était jamais entraîné autant en volume et aussi dur, alors qu'on n'avait jamais autant adapté depuis qu'on partait en altitude. Sauf qu'avant, quand on devait adapter, il était trop tard. Et quand il est trop tard à 2400 mètres, ben, on reste dans son lit et on essaye de récupérer. Ok. Euh, on a parlé en introduction en te présentant des différentes expériences, des différents sports avec lesquels tu as pu collaborer. Là, on voudrait te lancer sur les outils. Enfin, il y a différentes méthodes qui existent pour quantifier la charge d'entraînement. Mais on voudrait surtout parler un peu des différences entre les sports. Donc, Hum. en triathlon, en plus, c'est particulier puisqu'on a trois épreuves qui, même si elles partagent des métriques de distance, d'allure, voilà, qu'on peut mettre en parallèle, bah, quelle différence, toi, tu notes dans ton expérience, dans les outils ou les méthodes de quantification de la charge en fonction des sports? Parce que dans le tennis, par exemple, ça paraît comme quelque chose de beaucoup plus compliqué du premier abord, quoi. Oui. Alors déjà, il faut faire des choix. Je pense que tu l'as bien identifié. La première chose, je pense, c'est sans être spécialiste du sport, hein, parce que typiquement, les sports dont tu as parlé, tu as bien compris que je n'étais pas spécialiste de tous ces sports. Et si on peut parler de spécialiste, mais en tout cas des sports que j'ai moins pratiqués. Je pense qu'il y a deux choses. La première, quand je parlais d'être passionné de sport tout à l'heure, c'est sans s'inventer spécialiste, je pense que c'est important de savoir analyser ces sports. Et savoir analyser, c'est pas forcément lire des articles scientifiques, c'est d'être en capacité de savoir les besoins énergétiques, musculaires, mentaux, tactiques, et au-delà de ça, comment dire, les facteurs de perte de ces sports. Je pense que c'est important de savoir tout ça pour que dans les premiers échanges avec le spécialiste, donc si je vais reprendre l'exemple, mais évidemment que je ne vais pas apprendre à entraîner un Philippe Lucas. Par contre, si je veux prendre sa confiance, c'est important au fil des échanges, et qu'il comprenne que bien que je ne sois pas spécialiste de natation, bien que je ne sois pas entraîneur et que je ne souhaite pas, surtout pas prendre sa place, quand on échange sur le sport, bah, je comprends de quoi il me parle. Et quand je lui parle, il comprend de quoi je parle. Quand tu me parlais tout à l'heure d'ASP, de nos rôles, bah, c'est bien beau de lire des articles scientifiques, mais si la personne en face de toi ne comprend pas de quoi tu parles, ça ne va pas servir à grand-chose. Donc, ça ira aussi dans l'utilisation de certains termes qui, parfois, on pourrait se dire, ah, c'est un peu moins scientifique, mais ouais, mais ça veut dire la même chose. Donc, si vous voulez le comprendre de cette façon-là, bah, parlons de cette façon-là. Et donc, à partir du moment où tu arrives à analyser ces sports, je pense que rapidement, dans les échanges, tu pourras faire des choix avec ces acteurs de terrain pour justement éviter que ça devienne une usine à gaz. Parce que bah, déjà, d'une part, là, on parle de sports qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir 5 sport scientists comme dans un gros club de foot, où chacun se délègue un aspect à analyser et le fait à fond pour les 30 joueurs.
et après chacun se rejoint et on fait un point. Et d'autre part, quand tu vas devoir échanger avec les gens de terrain, et donc l'exemple que je viens de donner est très, très mauvais d'ailleurs, parce qu'il se passera la même chose, c'est que finalement, les gens qui devront être ton interlocuteur direct, alors ça différera suivant les sports, hein. Moi, dans le vélo, c'est principalement les directeurs sportifs, ceux qui sont dans la voiture, pour ceux qui ne ça parle pas. Dans le foot, ce serait l'entraîneur, la même chose dans l'eau libre, etc. Et donc, ce qui est certain, c'est qu'il va falloir faire, d'une part, avoir la capacité à faire les choix qui, toi, te paraissent essentiels d'un point de vue de la gestion de la charge et d'un point de vue de la rigueur scientifique. Et d'autre part, des sujets qui soient audibles et interprétables par les gens de terrain. Donc, il faut faire des choix au départ, si on est au début du projet, pour être sûr que, comment dire, ça a un impact. Et que, par exemple, je ne suis pas sûr qu'au début d'un projet, quand on n'est pas encore en confiance avec les acteurs de terrain, il faille, par exemple, je prends cet exemple, mais partir sur plein d'analyses sanguines qui n'ont pas forcément lui parler, sauf s'il est sensible à une ou deux. Alors qu'au fil des années, si la confiance s'installe et qu'on prend le temps de vulgariser les choses et de faire de la pédagogie pour expliquer leur intérêt, peut-être qu'au fil des années, on va pouvoir les incruster, entre guillemets, si toi ou vous considérez qu'elles vont avoir un rôle essentiel dans ce sport. Donc déjà, je pense que le point de départ est clairement là. Et donc là où tu as raison, c'est que suivant les sports, je ne fais pas les mêmes mesures, ne serait-ce que déjà parce que ce n'est pas le même sport, qu'ils n'ont pas les mêmes sensibilités. Donc même dans des sports d'endurance, on pourrait se dire ouais, c'est pas très différent entre le vélo, la natation en eau libre et le triathlon. Ouais, sauf que dans le vélo, comment dire, on ne parle pas le même langage, même si l'entraînement est relativement proche. Et donc la porte d'entrée ne sera pas la même. Donc je pense que ça, c'est très important pour que comment dire, notre travail se passe bien. Et pour qu'il se passe bien, il faut qu'il ait un impact sur le terrain. C'est pas simplement se passer bien derrière son ordinateur, en étant content d'avoir des datas et content des datas. Pour que ça se passe bien, il faut que les gens de terrain soient comment dire, à l'écoute de ce que tu pourras leur apporter, que tu te rendes compte que ça aura j'allais dire un impact, je ne sais pas si le terme est bon, mais en tout cas, ça aura, ce sera utilisé dans les orientations d'entraînement. Donc, sans que tu prennes la place de l'entraîneur, bah, si quand tu es alerté sur quelque chose, tu te rends compte qu'il a une oreille attentive à ça, bah, c'est que je pense que tu as rempli ton rôle et que tout doucement, la confiance venant, bah, tu pourras tout doucement aller sur d'autres sujets, peut-être parfois un peu plus scientifiques, entre guillemets, mais que toi, tu identifies comme indispensable pour ce sport si on veut se donner tous les moyens. Et je conclurai juste là-dessus. Je ne sais pas si j'ai complètement répondu à votre question, mais que je pense que notre rôle, il n'est pas de se dire je dois absolument balancer la sauce dès le début et donner les moyens maximaux d'amélioration de la performance suivant ce que j'ai pu lire, par exemple. Ce qui fonctionnera, c'est que, encore une fois, c'est un impact sur le terrain, que ce soit accepté par le terrain, que tu aies un rôle dans la structure, pas simplement une présence. Et que si ça ne paraît pas grand-chose au début, ouais, mais si ça permet de modifier, par exemple, soit une mauvaise pratique, soit de faire évoluer quelque chose qu'on ne faisait pas avant, par exemple un type d'entraînement qu'on s'interdisait, j'en sais rien, j'invente totalement. Il faut quand même accepter qu'on est parti d'un point zéro et que visiblement il y a une évolution, donc c'est très positif. Et quand je dis évolution, ça ne veut pas dire que les entraîneurs ne faisaient pas bien leur boulot avant, c'est simplement que, comme toute structure, si tu es impliqué dans la structure, bah, chacun a un rôle. Et je pense, sans trop me tromper en disant ça, si je devais retomber sur le triathlon et l'eau libre ou comment dire, étant meilleure nation mondiale depuis quelques années, je pense qu'on peut, de façon très humble, quand même pouvoir dire que si on gagne et qu'on continue à gagner, c'est que on fait peut-être pas tout parfait, mais que visiblement, pour l'instant, on a un chemin qui est pas trop mauvais. Je pense qu'encore une fois, ce qui est commun à ces structures, c'est la structuration, le respect des rôles de chacun et surtout le travail en équipe
qui fait que derrière, quand la personne est en prise directe avec l'athlète, que ce soit le sport scientist, l'entraîneur, le kiné, le prépa physique, quel rôle que vous souhaitiez, on parle d'une seule voix et qu'on accepte les apports de chacun et qu'ils ont été validés par chacun. Et ça, c'est important parce que tout scientifique qu'on soit et tout diplôme supérieur que l'on ait, voilà, je vais retomber sur les mêmes exemples, mais Philippe Lucas, il a arrêté l'école à 16 ans et c'est pas pour autant que c'est un mauvais entraîneur, bien au contraire. Donc, c'est qu'il a de très grandes expertises dans son métier. Et je crois que je t'en parlais récemment, Vincent, quand on s'est vu au téléphone pour autre chose, mais moi, je pense avoir. C'est l'une des personnes avec lesquelles j'ai le plus appris dans mon métier, alors qu'on pourrait se dire que c'est le moins scientifique. Sauf que quand on découvre que par essai-erreur, il est très très juste dans ce qu'il fait sur le terrain, bah, finalement, ça fait prendre du recul sur ce qu'on fait et ça montre aussi que il faut apprendre à travailler avec les gens de terrain et à savoir les écouter. D'accord, merci pour cette réponse. Je vais rebondir sur ce dont tu parlais un peu avant. Tu as encadré beaucoup de sports individuels, mais donc du coup aussi des sports individuels qui se retrouvent dans des collectifs, lors de stages, ou même on dit que le vélo, par exemple, est le plus collectif des sports individuels. Donc au final, est-ce que c'est difficile parmi ces groupes d'entraînement d'individualiser la charge d'entraînement pour permettre à chacun d'être au top de sa performance? Et pourquoi c'est difficile? Alors, je pense qu'il y a deux choses. La première, c'est que maintenant, on est clairement certain qu'il est très important d'individualiser la charge dans le sens où chacun va répondre différemment en fonction de son profil, en fonction du caractère inné, hein, la chance ou pas qu'il ait eu avec ses parents sur certains facteurs de la perf, en fonction de ce qu'il a fait quand il était jeune, où finalement on se formate beaucoup à ce qu'on va devenir quand on sera adulte. Donc, truc tout bête, hein, mais nous, dans les sports endurance, ceux qui ont fait du volume ou pas quand ils étaient jeunes, ben, on se rend compte qu'à l'âge adulte, il y a un impact très fort. Pour reprendre simplement cet exemple, hein, on pourrait prendre l'extrême opposé pour ceux qui ont fait développement de la vitesse, par exemple. Et donc là où tu as raison, c'est que du coup, le caractère individuel sera très important. Ne serait-ce que si on devait repartir sur les charges, bah, moi, je peux te dire de façon très claire que dans ces groupes, même chez les élites, tous ne répondent pas à la charge de la même façon, la charge globale, mais aussi des charges très spécifiques. Certains récupèrent plus vite d'une séance lactique, certains récupèrent plus vite d'un volume aérobie et inversement. Donc, c'est là où, du coup, la mesure de la charge dont on parlait tout à l'heure prend tout son sens. Parce que si on n'individualise pas, bah, il y a de grandes chances soit qu'on n'aide pas au développement de ces athlètes, en n'individualisant pas suffisamment sur leurs besoins, soit en allant parfois, par exemple, sur ces sports où on prend des risques, entre guillemets, en allant trop loin dans la charge, pour reprendre cet exemple, donc en ne prenant pas en compte leur capacité de récupération. Par contre, ce qui est certain aussi, c'est que malgré leur caractère très individuel, il faut aussi accepter que chacun de ces sports ont des besoins communs. Donc, un nageur d'eau libre, à un moment donné, un 10 bornes, ça demande quelques besoins spécifiques. Pas juste de nager pendant 2 heures, hein, contrairement à ce que pourraient penser les gens. C'est un sport qui est avec beaucoup de variations d'allure. Et donc, il va demander de remplir certaines cases à l'entraînement. Donc, moi, ma vision, si tu veux, avec le recul de tout ça, c'est que d'autre part, je suis maintenant complètement certain que le groupe a son importance aussi sur leur développement pour devenir performant. Tu vois, quand on parlait de l'eau libre, je pense que c'est un très bon exemple. C'est quelque chose qui a réussi à bien installer Stéphane Leca, notre manager. C'est que alors qu'on est une équipe de France très dense, très concurrentielle, où il n'y aura que 2 places maximum au jeu, alors qu'on pourrait parfois en avoir 3, et qu'on pourrait peut-être en mettre 4 ou 5 sur la boîte. Bon, il n'y a que 3 places, mais en tout cas, on a 4 ou 5 qui ont le potentiel pour être médaillables. Il a réussi à installer le fait que quand on est rassemblés ensemble, tous ont des points forts et des points faibles différents, et que en acceptant de s'entraîner de façon commune, en n'étant pas dans le même groupe, tout le monde allait être tiré vers le haut et tout le monde allait progresser. Donc là, si on prend vraiment quelque chose de très macro,
et qu'on regarde l'organisation de nos stages et de nos groupes en commun. Par contre, derrière, on est obligé de réindividualiser derrière sur certaines séances. Donc, je pense que c'est plus ça qu'il faille accepter, c'est qu'il y a des besoins communs dans les sports où les athlètes vont pouvoir se compléter et se tirer vers le haut, et qu'à l'inverse, il faudra aussi accepter que parfois un athlète doit en faire moins, qu'un athlète doit en faire plus sur autre chose, pour que de façon, encore une fois, très macro, il y ait moins de trous dans l'entraînement, ce qu'on disait tout à l'heure, d'une part, et d'autre part, qu'on développe des choses qu'on a identifiées. Et là, c'est notre rôle aussi dans le travail d'ASP, de venir confirmer le profil des sportifs, leur carte d'identité, et qu'on a beau être dans un sport où les besoins sont communs, maintenant qu'on connaît mieux les facteurs de perf des sports, en tout cas pour ceux dans lesquels je parle, ceux dont je parle, pardon, qu'on puisse soit réduire au maximum les points faibles, renforcer les points forts, suivant ce qu'on identifie être important pour l'athlète. Et donc, pour conclure, clairement, sans mesure de la charge, quelle qu'elle soit, parce qu'encore une fois, c'est des choix à faire, il me semble difficile de pouvoir sortir de temps en temps, entre guillemets, l'athlète du groupe pour faire un petit peu différemment pour lui et simplement s'appuyer sur j'ai l'impression que. Et là où ça deviendra encore une fois difficile, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que plus on a une recherche d'objectifs, plus on risque de faire des erreurs parce que comment dire, on voudra faire au mieux, on s'enfermera dans certaines pratiques, soit parce qu'on aime bien faire ça, soit parce que ça, on n'a pas envie de le faire. Et donc, on pourrait être plus fin et plus juste sur tout ça. D'accord. Euh, et juste une question sur parce qu'on voulait aussi orienter un peu la fin de ce temps sur des conseils. Et quels seraient pour toi, du coup, les indicateurs indispensables? Alors, je ne sais pas ce que tu penses de la fréquence cardiaque comme indispensable dans les sports d'endurance, mais quels indicateurs seraient essentiels pour quantifier cette charge, pour la suivre? Et finalement, sont aussi, quels conseils tu donnes? On sait que les staffs n'ont pas forcément beaucoup de temps, de moyens à consacrer à ce type de démarche. Donc, quels seraient les conseils que tu pourrais donner? Quels outils et un peu comment les utiliser? Alors, déjà, personnellement, même si j'ai pu faire certaines études de recherche ou parfois certains accompagnements périodiques avec des choses qui coûtent très cher, et vous êtes à l'INSEP, vous savez très bien le prix des choses, de certains appareils de mesure scientifiques. Malgré tout, au quotidien, de façon très honnête, j'ai presque toujours travaillé avec des choses qui sont accessibles. Et aussi, au-delà de l'accessibilité financière, qui sont accessibles aux athlètes et aux entraîneurs, parce que je ne serai pas forcément toujours au quotidien avec eux. Et qu'à partir du moment où... Enfin, c'est même pas à partir du moment, c'est que de plus en plus, il faudra que je les rende autonomes, parce qu'ils devront déjà d'une part le faire sans moi régulièrement, et d'autre part, c'est la même chose que dans l'entraînement. Plus l'athlète et ou l'entraîneur deviennent intéressés par le sujet et autonomes, plus ils vont se l'approprier. Et je pense que notre rôle il est là aussi, hein, c'est pas de se dire j'ai une connaissance, je la garde pour moi et je la transmets surtout pas. Dans le sens où, encore une fois, la prise de confiance des gens avec qui on travaille, c'est aussi d'accepter que quand tu parlais de fréquence cardiaque, je pense qu'un athlète est capable de se mettre un cardio, que si tu lui expliques comment fonctionne le cœur en faisant de la vulgarisation, je pense que tout doucement, il sera capable aussi de prendre du recul sur ce qui se passe. Et l'entraîneur, de la même façon, de pouvoir être, beaucoup plus dans l'action sur ces thèmes-là et moins d'attendre ton retour pour que, du coup, si on reprend mes exemples de tout à l'heure, s'ils s'approprient ce type de pratique et qu'ils prennent confiance en toi, rien ne t'empêchera tout doucement d'aller sur d'autres choses et d'amener d'autres choses parce que ce sera ton rôle aussi, encore une fois, d'accepter qu'ils peuvent faire sans toi s'ils y sont éduqués et que tout doucement, tu vas amener d'autres choses pour être encore plus fin sur tout ça. Ensuite, sur les outils, je pense qu'il est important de pouvoir croiser des datas pour valider ce qu'on voit. Soit des datas qui soient du même ordre, soit des datas différentes. Et de façon assez commune, je pense pouvoir clairement dire, et pas que moi, qu'il va nous falloir des charges externes. Donc, finalement, qu'est-ce qu'il fait à l'entraînement?
que ce soit une vitesse, une puissance, une distance, une intensité, parce qu'évidemment, il va falloir également pouvoir le quantifier au maximum. Que si on prenait les filières énergétiques de façon très vulgaire, on pourrait se dire que les meilleurs indicateurs de l'aérobie sans avoir, excusez-moi, il n'y a plus de batterie, sans avoir un analyseur de gaz et de ventilation, bah, il faut aussi bien comprendre le système cardiovasculaire et que le système cardiovasculaire, bah, vous savez autant que moi, qui répond à un côté dose-réponse. En fonction de l'intensité, je m'ajuste pour fournir de l'énergie. Et mon niveau de VO2 est souvent associé à un niveau de débit cardiaque. Et le débit cardiaque, c'est la FC fois le VES, fois le volume d'éjection systolique. Donc finalement, quand j'ai une FC, c'est pas évidemment, c'est un petit peu moins précis qu'une VO2, mais à une virgule près, j'aurai finalement la réponse de ce qui se passe sur le moteur aérobie en fonction de l'intensité, donc soit de la charge, externe créée par l'activité. Donc tout à l'heure, on pouvait se dire une vitesse, une puissance, mais aussi de ce qui se passe en dehors. Est-ce qu'il fait chaud? Est-ce qu'il fait froid? Est-ce que je suis stressé? Et donc tout ça, ça aura une incidence sur cette charge, donc du coup interne, ici la FC, qu'on retrouve aussi au travers du niveau de ventilation pour les seuils. Donc je pense clairement que, bien sûr, un seuil précis se fait au labo et qu'à partir du moment où on a compris pourquoi la ventilation évolue en fonction des seuils, ben on peut aussi se rendre compte que le niveau de ventilation peut m'indiquer où est-ce que j'en suis dans mon intensité. Pour la filière lactique, c'est un petit peu plus compliqué parce que, évidemment, la façon la plus simple qu'on ait de la mesurer de façon indirecte, c'est le taux de lactatémie dans le sang, sauf que tout le monde n'a pas accès à un analyseur de lactate. Par contre, là où je pense, quand tu parlais d'étudiants stapsiens, il faut l'accepter aussi, c'est que vous avez la chance, vous, en 2020, qu'il n'existe pas beaucoup d'activités sportives, on n'a pas d'écrits scientifiques sur du sport et sur du sport à un certain niveau. Il n'existe pas beaucoup de sports maintenant où ce n'est pas fait, ou en tout cas, au pire, des sports qui sont assez proches, qui vont permettre d'être plus fin sur l'analyse de notre activité. Et de toute façon, un bon sport scientist, quel que soit son âge, ça doit être quelqu'un qui connaît le terrain, encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, et qu'il ne faut pas oublier que par la lactatémie, on va connaître le niveau d'implication du système lactique, mais que si on sait l'intensité qui met l'athlète et la durée de ses efforts et le type de récupération, même si on sera un petit peu moins fin, un petit peu moins précis, on est quand même capable de savoir si c'est une séance de puissance lactique, de capacité lactique, si il s'est donné à fond ou pas, etc. Et de la même façon, pour la filière anaérobie, lactique, alors là, c'est encore pire, hein, c'est un appareil qui coûte très cher pour mesurer le taux de phosphocréatine dans le muscle. Donc même vous n'y avez pas accès à l'INSEP, c'est pour vous dire. Par contre, à partir du moment où on parle de cette filière, on parle d'une implication maximale. Donc à partir du moment où on a un temps d'effort et une durée des récupérations, on sait très bien de quoi on parle. Est-ce qu'on est sur un effort isolé comme un sprinter de 100 mètres ou est-ce qu'on est comme un footeux ou un handballeur sur une répétition d'effort sur cette filière où on sera énormément aidé par la filière aérobie parce qu'il va falloir qu'on regarde les récup également, Donc finalement, là, je viens de vous dire qu'avec juste un cardio, sans être le plus fin possible, parce que du coup, si on voulait aller plus loin dans ces sports-là, on s'achèterait des GPS, sauf que des GPS, ça coûte de l'argent, que ça demande du temps. Sauf que sans aller jusqu'à un GPS, je pense qu'on est capable de prendre un chronomètre et un stylo et de voir un petit peu ce qui se passe. Si c'est une équipe de 11 joueurs, c'est plus compliqué, mais on peut déjà essayer de cibler certains joueurs. Enfin voilà, je pense que des choses sont faisables et que ce sera toujours plus précis plutôt que de se dire à l'entraînement, il a fait 3 quarts d'heure, j'ai l'impression que c'était un petit peu intensif. Donc je pense que c'est faisable. Donc là, on parlait de la charge plutôt externe et interne. Donc du coup, faire des choix. Quelle est ma charge externe et ou mes charges externes prioritaires pour mon sport? Donc encore une fois, je pense que c'est bien connaître son sport, la priorité. De la même façon, c'est quels sont les besoins dans mon sport et en fonction de ces besoins, je vais identifier les mesures de charge interne si je peux en effectuer pour être du coup pour pouvoir mettre une réponse en face de la dose, si je devais reprendre mon exemple de tout à l'heure, et de toujours mettre ça en lien avec ce qui se passe en haut, ce qui se passe dans la tête, et de surtout pas oublier les mesures subjectives, parce que très clairement maintenant on sait que c'est finalement ce qu'il y a dans la plupart des cas de plus précis. Si le sportif est sensibilisé à comment répondre à des questions, comment répondre à des échelles,
Et quand je vous parlais de Philippe tout à l'heure, c'est le meilleur exemple. Philippe, OK, il n'a pas d'échelle. Par contre, Philippe, il va toujours demander à ses athlètes comment ils se sentent, s'ils ont bien dormi, si ça se passe bien dans leur vie. Alors, ça pourrait peut-être faire sourire certains ce que je dis ici, sauf qu'en faisant ça, bah, il va savoir que si ça fait plusieurs jours qu'il dort mal, bah, c'est embêtant. S'il se plaint de la gorge, bah, c'est qu'il est peut-être malade, donc il va lui demander d'aller voir le docteur. S'il lui dit ça fait plusieurs jours que j'arrive pas à appuyer sur les séances intensives, bah, c'est peut-être qu'on va trop loin dans les charges d'entraînement. Et donc finalement, en étant dans le questionnement, il va interroger le côté subjectif. Et pour le coup, alors nous, on sait le faire de façon, comment dire, euh, j'allais dire un petit peu plus scientifique, en tout cas ton ressenti d'effort, bah, est-ce que tu me parles de la fatigue, de l'intensité, de la chaleur, voilà, qu'on soit bien précis sur les questions. Mais encore une fois, on sait maintenant que ces mesures subjectives, quand elles sont bien réalisées, elles évoluent de la même façon que les charges internes. Donc, si je n'ai pas les moyens de mesurer des charges internes, bah, déjà, mesure des charges subjectives, enfin des mesures subjectives. Et de la même façon que quand je parlais tout à l'heure de compréhension du sport, bah, choisis tes questionnements ou tes échelles, parce que plusieurs échelles sont validées scientifiquement, en fonction de ce que tu évalues être une priorité dans ton sport. Parce qu'encore une fois, si ton athlète doit répondre à 50 questions tous les matins, il va vite te dire que ça l'énerve. Et soit il va arrêter, soit il va répondre sans vraiment regarder à quoi il doit répondre. Donc il va falloir cibler les choses pour accepter de ne pas tout faire. Mais encore une fois, faire en sorte que sur le long terme, ce soit bien fait pour qu'on soit le plus efficace dans notre travail. D'accord, très bien. On va conclure un peu sur cette partie charge d'entraînement avec une dernière question. Tu l'as un peu abordé au fil de la réponse à cette dernière question. Euh, à quelles données les athlètes ils ont accès au final dans ton expérience et jusqu'à quel point tu donnes accès aux différentes données aux athlètes? Alors, je réfléchis à les différentes structures dans lesquelles j'ai pu être. Alors, très honnêtement, ils y ont quand même très souvent accès en grande partie, ne serait-ce que parce qu'ils sont impliqués dedans. Donc, et pour le coup, ce qui est commun à tous les sportifs de très très haut niveau, donc là je parle de ceux qui peuvent viser on va dire des podiums olympiques, si on parle des INSEPiens, enfin en tout cas des fédéraux, sont souvent des gens qui sont très impliqués dans leur projet de recherche, qui vont essayer de comprendre ce qu'on fait, à quoi ça sert, et qui du coup seront partie prenante du schmilblick et qui du coup seront vraiment acteurs de la chose. Donc là, je parle de quelques athlètes. Mais encore une fois, ça montre bien que c'est possible. Ensuite, ça va dépendre de quoi on parle, parce que parfois, certaines choses, en fait, ça va dépendre du contexte. Typiquement, tu imagines bien qu'en plein milieu d'un Tour de France, tu ne vas pas dire à un athlète qu'il est complètement cramé et que ça va devenir compliqué. Tu l'as dit, c'est un sport individuel, collectif, et on a besoin de tout le monde. Et eux-mêmes l'acceptent qu'on a besoin d'eux, même quand ils sont fatigués, parce que souvent dans un sport comme le vélo, quand ça réussit, c'est avant tout quand des coéquipiers acceptent de se mettre à la planche pour le leader du jour. Donc encore une fois, ça va dépendre clairement du contexte. Si je retombe sur l'exemple de Olympe tout à l'heure, comme ça permettra que ça parle aux gens, pour prendre la suite de tout à l'heure, quand on est en Sierra Nevada, finalement, comme ça fait des années qu'on a un certain climat de confiance maintenant, moi, les athlètes et les entraîneurs, ils ne vont pas forcément me demander la data précise, mais par exemple, sur les mesures de fatigue que j'effectue quand ils sont dans le bassin, ils savent maintenant pourquoi je les fais et ce que je regarde. Donc, quand l'entraîneur, que ce soit Philippe ou un autre, va leur dire qu'on adapte la séance d'entraînement, ils savent très bien ce que je viens de voir. Donc, finalement, parfois, tu vois, ils n'y ont pas directement accès, parce que tu imagines bien que dans l'eau, on leur met juste la ceinture et qu'ils ne voient pas la FC en direct. Mais pour autant, ils savent très bien ce que ça veut dire sur leur fréquence cardiaque. Et je pense encore une fois que c'est assez important parce que plus ils seront impliqués là-dedans, plus
l'évolution du projet de performance sera positif. Donc, encore une fois, je pense que ça dépend du contexte, ça dépend où tu en es avec tes sportifs, ça dépend de ce qu'accepte aussi la personne qui est au-dessus de toi ou la personne avec qui tu travailles. Moi, si mes collègues m'expliquent que cette data-là, ça serait bien de ne pas la montrer parce que, et que je suis convaincu et que tout le monde est convaincu et qu'on fait le choix de ne pas la donner, j'accepte de ne pas la donner. Donc, c'est difficile de te répondre comme ça. Mais de façon commune, quasiment toutes les datas sont accessibles. Hein. Tu sais, à partir du moment où on parle de FC, de puissance, de vitesse, de lactatémie, de score de fatigue, finalement, l'athlète, il est toujours impliqué dans le truc. Donc, s'il est un petit peu intelligent, déjà, même sans lui donner les datas, il a la réponse. Hein. C'est ainsi que se termine ce podcast. Merci à Anaël pour son éclairage sur ce large sujet, à la base de l'entraînement. Merci à vous pour votre écoute et à très vite.